Bonjour à tous et bienvenue sur le Parlement français. Aujourd'hui, nous allons passer à l'épisode 2 sur OpenSUSE. Juste avant, je vous ai expliqué comment on fait pour l'installer. Maintenant, nous allons un peu voir l'interface. Donc ici, j'ai une machine virtuelle sur laquelle j'ai installé OpenSUSE. Donc je vais la démarrer en temps réel pour déjà avoir une idée de la vitesse de démarrage. C'est parti. Alors à savoir, la vitesse de démarrage dans une machine virtuelle n'est pas très représentative de la réalité, mais ça donne quand même un scénario assez réaliste, surtout que ici ça tourne sur un disque dur, donc ce ne sera pas le plus rapide. Donc ici c'est vraiment un scénario le pire cas possible. Donc on est là maintenant sur le splash screen, donc il va se mettre tranquillement à démarrer. Souris. Chargement d'OpenSUSE. Ceci n'est pas la première fois que je le démarre après l'avoir installé. Je l'avais déjà précédemment installé de manière à mettre les mises à jour. Et nous y voilà. Nous voilà donc sur le bureau de OpenSUSE. Alors, ici on remarque déjà directement le thème KDE5. Donc c'est assez récent, et je n'ai pas encore eu de problème avec, donc il semblerait qu'il soit déjà plus stable que ses prédécesseurs. Donc ici on a quand même un thème très noir, ceci est le fond d'écran par défaut, je n'ai vraiment touché à rien du tout. On a le dossier du bureau qui est typique de KDE5, qui permet d'avoir de l'accès rapide à ce qu'il y a sur le bureau, mais comme je vous ai dit, je n'ai vraiment touché à rien du tout. On a un bouton pour encore plus d'options. On clique droit, on a encore toute une série d'options de personnalisation, donc ajouter un panneau, des composants graphiques. Si je clique sur ajouter un composant graphique, mettons, je ne sais pas, un afficheur de charge système, là-haut, voilà, qui donne une idée de la fréquence du processeur, sur l'utilisation de la RAM. Donc on voit au passage qu'on est environ à 1 Go de RAM utilisé, ce qui est non négligeable quand même, il faut le dire, pour une distribution Linux. C'est considérable, mais ça reste encore nettement moins que ce que Windows ferait par exemple. Donc n'importe quelle machine qui a un minimum de 2 à 4 Go de RAM devrait faire tourner cette distribution sans aucun problème. Continuons donc le petit tour. En bas, on a une barre des tâches qui, à mon goût, est quand même vraiment petite. Mais soit. On a encore des boutons pour ajouter encore des divers composants graphiques. Vraiment beaucoup de personnalisation disponible. Une horloge avec la date. Toute une série de notifications. Donc les notifications, batterie, luminosité, imprimante, mise à jour. Donc ici, les mises à jour sont déjà faites. On notera la traduction n'est pas tout à fait parfaite sur système up-to-date. Mais on va pas se plaindre, pour le moment ça va. Les périphériques volume, réseau. Donc là évidemment sur le réseau on est sur du réseau de machines virtuelles, donc il considère que c'est câblé. Étant donné que la machine réelle physique est connectée à Internet, il a Internet, la machine virtuelle a également Internet. À côté on a un sélectionneur de bureau, 2 bureaux disponibles par défaut, et on a finalement un menu. Donc le menu regroupe les applications récentes qui ont récemment été ouvertes. Donc j'ai récemment ouvert Firefox par exemple, on peut oublier ça si on veut. Documents récents, quelques petits raccourcis rapides à côté, donc un client mail, le client mail par défaut de KDE, Contact, le navigateur internet par défaut, Firefox, un outil de personnalisation du système, et le fichier et la navigation de fichiers. Alors, dans le premier épisode, j'ai parlé un tout petit peu de la philosophie d'OpenSUSE. J'ai expliqué que c'est vraiment une distribution qui vise à satisfaire tout le monde. Et qui dit satisfaire tout le monde, dire mettre beaucoup de logiciels par défaut. Donc ceci a été installé avec le CD de 4,7 Go de OpenSUSE. Donc vraiment avec tout ce qu'il peut offrir. Donc on note immédiatement la charge énorme en logiciel pré-inclus. Il y a vraiment une quantité énorme. Donc on va commencer petit à petit. Donc pour les outils de bureautique, on note directement toute la suite LibreOffice qui est déjà installée. Et encore toute une série d'autres choses, donc carnet d'adresse, un éditeur, il y a même export des paramètres PIM, je ne sais même pas ce que c'est. Un
un organisateur de mail, bien qu'il y en ait déjà un là. Quoique ça c'est pour les contacts plus que pour les mails, mais comme quoi il y a une application pour tout. Même des choses qui permettent de faire des icônes, enfin vraiment tout ce qu'on peut imaginer quoi. Dans la configuration, on a la configuration de tout, donc YAST c'est à partir de là qu'on va installer toutes les applications. Je vous montre un petit peu, bien qu'on fera ceci dans une vidéo future. Donc vraiment ici on a toute une série de configurations du système, beaucoup de choses. Des outils de développement, donc Qt5 c'est vraiment pour faire du développement en ce qui concerne l'interface KDE. Personnellement je ne sais pas ça, mais pourquoi pas, pour ceux qui le veulent. Dans le domaine éducation, KDE Marble, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais si je me rappelle bien, c'est un outil de géographie, j'espère que je ne me trompe pas. Comme quoi vraiment je découvre ceci en même temps que vous. Alors là, justement, on est invité par le système de portefeuille de KDE. Donc le service de portefeuille de KDE, c'est un système qui permet de conserver tous les mots de passe en un fichier. En gros, dès que vous devez entrer un mot de passe, vous n'aurez qu'à entrer le mot de passe du système, et le service de portefeuille va s'occuper des autres mots de passe. Donc on s'en occupera un peu plus tard. Hop, on ferme tout ça. Voilà. Et voilà, enfin Marble a fini quand même par s'ouvrir. Mais voilà. Comme je dis, c'est une application de géographie. Genre style Google Earth. Bien sympathique et très rarement inclus par défaut. Dans les outils graphisme, là aussi on a vraiment GIMP, Digicam, convertisseur DNG, enfin un système d'importation, créateur de panorama, enfin vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Bien qu'il y aurait encore certaines choses que j'ajouterais en plus de tout ça, comme Inkscape par exemple. Dans le domaine de l'internet, donc il nous donne directement un navigateur, des mails, un deuxième navigateur, un client de chat, un client pour les torrents. Là aussi pareil, tout. Les jeux, il y a quelques jeux, pas tant que ça, mais quelques jeux. Et pour le multimédia, pareil. Je regrette juste l'absence de VLC, mais à Maroc, ça a fait un bon remplacement. K3B pour graver des CD, enfin vraiment. Je vous montre un petit coup à Maroc, rapidement. Alors, comme vous constatez, c'est pas très rapide. Ça, c'est parce que c'est une machine virtuelle et je suis en train d'enregistrer en même temps. Donc, mon ordinateur n'utilise pas, disons, toutes ses ressources pour faire tourner la machine. Donc, on va utiliser dossier musique, voilà. Donc là, vraiment, il y a de quoi faire. Donc, ça reste un bon remplacement pour VLC, surtout pour garder votre musique. On va fermer tout ça. Voilà, donc on vient juste de faire un petit tour de l'interface de OpenSUSE. Je vais quand même encore juste vous montrer les dossiers, à quoi ils ressemblent. On remarque qu'il y a beaucoup d'éléments graphiques, donc ici la transparence lorsque je bouge la fenêtre. Donc ça pourrait être une charge assez conséquente, surtout si vous n'avez pas d'accélération matérielle. Ça devient rapidement une charge pour votre processeur. Mais ça reste très beau, ça reste assez rapide dans la navigation. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire, mis à part cela. J'aurais personnellement préféré avoir tout en un petit peu plus grand, vu que mon écran est un écran 13 pouces de résolution 1920 x 1080. Mais sinon, à part ça, je n'ai rien à dire. Mis à part que le système est très très chargé en applications préinstallées, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc voilà. Voilà la petite présentation de l'interface de OpenSUSE. Le prochain épisode parlera donc des commandes qu'on peut utiliser en OpenSUSE, puisqu'on n'utilise pas les commandes habituelles de Debian, donc on n'utilise pas de sudo apt-get ou quoi que ce soit. Donc on rentrera beaucoup plus dans les détails techniques. Je teste ici une nouvelle manière de présenter, donc ici c'était vraiment un live face au micro en même temps que j'utilise vraiment l'ordinateur, donc j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, laissez un commentaire disant que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, dites-moi que ça vous plaît pas et je reviendrai à l'ancienne méthode avec des scripts et des successions d'images. Voilà, je vous invite donc maintenant à aller voir l'épisode suivant qui parle donc de plus de fonctionnement interne.